Pour la première fois, l'Organisation internationale de la francophonie a choisi Conakry pour organiser son premier forum régional portant sur l'agro-industrie. De nombreux pays étaient présents, notamment une dizaine de pays. Des entrepreneurs venus d'Afrique de l'Ouest sont venus pour discuter, échanger sur les opportunités, les défis liés à cette agro-industrie. Nous avons rencontré tout au long de ce forum, s'étendant sur 2 jours, des entrepreneurs, des femmes, mais également les organisateurs pour en parler. Alors ce forum régional organisé par la francophonie a été mené de près, depuis Paris d'abord, par Sakinatou Baldé, spécialiste de programme auprès de l'Organisation internationale de la francophonie qui travaille à la direction de la francophonie économique et numérique. Nous l'avons rencontrée donc ici à Conakry à l'issue de ces 2 jours de forum. Elle nous raconte, elle nous parle d'abord des enjeux de cette rencontre. Bonjour Sakinatou Baldé. Bonjour. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci. Vous avez donc organisé en marge des 72 heures du livre ce premier forum sur l'entrepreneuriat, l'innovation dans l'agro-industrie. Pourquoi? Écoutez, c'est des thématiques qui sont très importantes pour l'ensemble du continent. Donc nous avons souhaité nous participer aux 72 heures du livre qui avait mis comme thématique principale l'agriculture, l'avenir de la Guinée, et organisé dans le cadre de cet événement une activité économique, un forum économique qui regroupe des entrepreneurs venus de plusieurs pays francophones, des entrepreneurs à succès, venus partager leur expérience pour inspirer les plus jeunes. Donc c'était vraiment l'objectif, c'est de valoriser l'agriculture, rajouter de la valeur à de l'agriculture et montrer aux jeunes que c'est possible. C'était l'objectif de l'événement. Très bien. Depuis quelques années, un tout petit peu, on a appris tout au cours de ce forum que vous sillonnez l'Afrique subsaharienne pour parler innovation, entrepreneuriat. Qu'est-ce qui s'est passé auprès de l'Organisation internationale de la francophonie pour que subitement vous intéressiez à ces secteurs d'activité? Écoutez, la francophonie a toujours mis en place des activités économiques. Et on a toujours essayé de développer des activités qui changent la vie des populations. L'entrepreneuriat est un outil de promotion d'une croissance inclusive, une croissance qui va bénéficier aux populations les plus vulnérables, les femmes et les jeunes. Et c'est dans cet objectif-là qu'on a mis en place un programme entrepreneuriat qui est dédié aux cibles jeunes et femmes, qu'on déploie en Afrique subsaharienne dans 13 pays, dans cette optique-là qu'ils puissent créer leur propre emploi ou créer des emplois pour d'autres. Donc l'idée, c'est vraiment de les accompagner, et pour ça, nous allons travailler avec des structures de type incubateur d'entreprise ou des structures qui accompagnent les entrepreneurs. Nous allons les renforcer à la fois techniquement et aussi pour tout ce qui est matériel. Nous allons travailler avec les gouvernements pour faciliter le parcours des entrepreneurs. À la fois tout ce qui est formalisation, donc déclaration des entreprises formelles, tout ce qui est facilitation de l'accès à des marchés et sur les questions de financement qui sont essentielles. Et aussi nous organisons ce type d'événements, d'échanges entre différents acteurs. Nous faisons ça au niveau des structures qui accompagnent les entrepreneurs pour les renforcer et améliorer leurs pratiques. Nous faisons ça au niveau des décideurs publics aussi. Nous avons organisé un événement au Rwanda. C'était d'amener plusieurs décideurs publics à voir ce qui a été mis en place au Rwanda et voir comment on peut aussi les accompagner, mais pas que nous, à mettre en place des politiques en faveur de l'entrepreneuriat. Et nous faisons ça au niveau de différents acteurs. Très bien. Au cours de ce forum, vous avez également mis l'accent sur les formations et les concours. Qu'est-ce qui a motivé l'inscription de ces thèmes-là dans ce forum? C'était vraiment d'offrir l'opportunité aux jeunes Guinéens, des opportunités qui sont peut-être plus accessibles aux autres francophones. Sur la question d'entrepreneuriat, c'est vrai que on n'a pas du tout les mêmes niveaux en fonction des pays. Certains pays sont beaucoup plus avancés. Au Canada, la culture entrepreneuriale est beaucoup plus développée. Dès l'école, très jeune, il y a des projets entrepreneuriaux et du coup tout ça, ça influence la culture entrepreneuriale. Donc dans les pays africains, la culture entrepreneuriale est moins développée.
En Guinée, le rêve idéal d'un jeune, c'est de travailler dans une banque ou d'être fonctionnaire, mais on sait que les opportunités d'emploi sont rares. Donc l'idée, c'est vraiment de leur donner des outils. Et à travers les formations, c'est ce que nous avons souhaité apporter. Leur permettre d'accéder de façon gratuite dans le cadre de ces 2 journées à des formations qui sont réalisées par des acteurs locaux avec lesquels on travaille et vers lesquels ils pourront s'orienter après notre départ et ou bien sûr créer des liens. Nous avons mis en place cette plateforme de mise en réseau des acteurs de l'entrepreneuriat donc, qui poursuit un peu cette activité de façon virtuelle. Très bien. Un dernier mot peut-être sur le rôle des femmes dans ce secteur d'activité qu'est l'agro-industrie et puis aussi une attention particulière que vous portez aux femmes qui entreprennent. Exactement. Les femmes sont très entreprenantes en Afrique subsaharienne. Nous souhaitons vraiment les accompagner dans certaines difficultés qu'elles rencontrent. Elles ont moins facilement accès à de l'information autour de l'entrepreneuriat. Donc c'est pour ça que nous avons mis en place une plateforme qui leur est dédiée, qui leur permet d'accéder, de savoir un peu ce qui se passe, de les mettre en relation, de créer des opportunités entre elles. Elles ont besoin de se retrouver entre elles et c'est vraiment une priorité. C'est une priorité pour nous et nous souhaitons les accompagner vraiment dans cette aventure. Après cette expérience ici en Guinée, Conakry, quels sont vos prochains défis ? Les défis sont très importants, sont énormes, mais je crois dire que déjà c'est de faire un premier bilan de nos activités. Ce programme a été lancé en 2015, seulement donc très jeune comparé aux autres programmes de l'OIF. Et aujourd'hui, les réalisations sont remarquables. Nous sommes présents dans 13 pays d'Afrique subsaharienne. Nous accompagnons une centaine de structures et on peut dire aujourd'hui qu'une dizaine de milliers de jeunes ont bénéficié de notre accompagnement, soit à travers les incubateurs, des formations, soit à travers des activités que nous menons avec toutes les structures nationales dans nos pays partenaires. Donc déjà, c'est de faire ce bilan, de faire remonter certains résultats et pouvoir les rendre publics, les communiquer au grand public. Et bien sûr, l'aventure continue. Cette thématique d'entrepreneuriat est vraiment très importante et peut faire la différence sur le continent dans différents secteurs. Donc l'OIF sera aux côtés des entrepreneurs. Très bien. Merci beaucoup, Madame Sakinatou Baldé. Merci. Bonjour, je m'appelle Aïssata Diakité, donc je dirige le groupe Zaban qui évolue dans l'agroalimentaire équitable. Nous sommes basés au Mali et en France. On valorise essentiellement les produits locaux d'Afrique de l'Ouest, les superfruits, les feuilles, les tiges. Actuellement, on est dans le secteur des boissons. On fait des jus de fruits très fruités, naturels, nutritionnels, qui est très bon pour la santé et qu'on développe sur le marché sous-régional d'Afrique de l'Est éventuellement et sur le marché international en France. Je participe à ces forums pour plusieurs raisons parce que je travaille beaucoup avec l'OIF. D'abord, il y a 3 ans de cela, j'ai été l'une des lauréates du programme FIGEF qui m'a beaucoup aidée quand j'étais au Canada. Et jusque-là, je travaille souvent avec l'OIF sur le programme Entrepreneuriat Jeunes et Femmes, sur la thématique d'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Et venir ici en Guinée, c'est faire une étude de marché et pour le programme et travailler sur les questions des packaging, des normalisations, des certifications. Et pour l'entreprise Zaban, pour faire du sourcing, parce que j'ai besoin de fournisseurs en matières premières. La Guinée est très riche, ils ont des produits que Zaban peut valoriser au Mali. Et on a des pays très enclavés, mais souvent quand ils sont ouverts, ils ne sont pas aussi équipés. Donc nous, les entrepreneurs, on est obligés d'aller chercher des équipements de transformation ailleurs pour venir valoriser nos matières premières. Il y a cela. Une grosse problématique sur la normalisation, la certification. Les produits africains ont du mal à pénétrer le marché international et ont aussi du mal à se vendre mieux sur nos marchés parce qu'il y a des codes de l'agro-business qui nous manquent, qui sont liés à ces 2 problématiques-là. Et on a aussi des besoins en packaging. Et moi, j'utilise des verres, des PET. J'achète mes préformes à l'international, mes conteneurs en verre, j'achète aussi à l'international. Tout ça, il faut qu'il y ait d'autres acteurs qui se positionnent soit en amont de ma filière ou en aval pour que moi je puisse mieux me développer et arrêter d'aller chercher un peu ailleurs. Mais il y a une dynamique
et on reste positive. Dans quelques années, on aura beaucoup de marques africaines de très grande qualité sur le marché international. Oui, bonjour, je suis Diagne Rokhaya Kavin, directrice de Kavin Agroalimentaire. Kavin Agroalimentaire, c'est une structure sénégalaise. On est basé à Dakar et on existe depuis 2014. On fait dans la transformation des fruits et légumes en sirop, confiture, marmelade. On travaille aussi les fruits séchés. Être aujourd'hui à Conakry pour les besoins du forum de l'OIF, c'est un réel plaisir pour nous. Dans la mesure où ça peut nous permettre d'avoir de la représentation à Conakry, puisqu'on essaie de faire divulguer, de valoriser le consommé local sénégalais, le consommé local africain un peu à l'étranger. Voilà, c'est dans ce cadre-là qu'on est là pour faire connaître nos produits, pour encourager les gens à transformer du naturel. Il faut dire que la chaîne de consommation des produits agricoles africains est une longue chaîne. Moi, je ne me retrouverai pas au tout début, c'est-à-dire à la phase des paysans, des agriculteurs, mais je viens en amont pour la transformation. Donc aujourd'hui, un besoin de formation est là, bien présent, un besoin d'accompagnement de la part de nos gouvernements et de nos dirigeants, entre guillemets, est là. Voilà, donc on essaie de les décrocher. Nous sommes toujours à Conakry où là, cette fois-ci, nous rencontrons un entrepreneur qui vient, lui, du Niger, Ismaël Barnou. Il est directeur général de la société de transformation alimentaire. Il a fait un choix osé, il y a quelques années, de se lancer dans la guérison de la malnutrition pour sauver des vies dans son pays. Nous l'avons rencontré pour discuter avec lui d'opportunités, de défis concernant l'agriculture ici en Guinée, mais en Afrique subsaharienne. Vous allez voir, lui, il nous parle également d'innovation. Bonjour Ismaël, merci d'avoir accepté de nous accorder un entretien pour Canal 2 International. Est-ce que vous pouvez un tout petit peu nous raconter votre parcours? Pourquoi est-ce que vous avez choisi, vous, de créer une société dans l'agriculture, finalement, alors que vous n'étiez pas du tout destiné à ce secteur d'activité? Merci Karine de me permettre de répondre et de participer à cette plateforme de rencontres et d'échanges, de partage également avec d'autres entrepreneurs ici en Guinée, mais aussi en Afrique de l'Ouest. La société de transformation alimentaire commence en 2001 par une farine infantile à base de produits locaux qui sont originaires du Niger et qui s'est vue très vite en 2004 avancer en pas de géant vers de l'innovation en fabriquant le premier produit aliment thérapeutique prêt à l'emploi dans la lutte contre la malnutrition. Et ce produit, comme je le dis, permet de récupérer des enfants qui sont en carence nutritionnelle, voire en danger de mort, en 6 semaines, et les ramène vers des états beaucoup moins graves, beaucoup moins critiques. Depuis 2004, ainsi, vous aviez misé sur un secteur d'activité, l'agriculture. Vous nous avez raconté un tout petit peu tout à l'heure, hors caméra, la situation de malnutrition qui sévissait au Niger. Est-ce que vous pensiez déjà que l'agriculture était un secteur de développement, notamment pour le Niger et pour l'Afrique subsaharienne? Absolument, la question ne se pose plus aujourd'hui. On est sûr et certain que pour avoir un certain développement, on est obligé de faire avec l'agriculture. Au Niger, c'est 75% de la population active et j'ai cru comprendre hier avec les discours et les participants qui avaient à peu près autant impliqués dans l'agriculture. Nous avons choisi au Niger de transformer les produits de l'agriculture. Et l'année dernière, en parlant d'innovation, nous sommes allés sur des produits qui sont à des standards internationaux, d'habitude imposés par les spécifications des utilisateurs pour incorporer des produits locaux. Et nous espérons non seulement avoir un impact par effet de levier sur la production, des débouchés pour les producteurs et éventuellement pour nous des réductions de coûts en termes de production. Très bien. Vous n'étiez pas du tout destiné à ce secteur d'activité. Qu'est-ce qui a fait, quel a été le déclic pour vous retrouver dans l'agro-industrie? C'est vrai que je viens du secteur des télécoms avec un background qui n'a absolument rien à voir avec l'agro-industrie, donc j'ai dû apprendre sur le tas. Je partage une double passion pour cette activité parce que dans la famille, on a été amené à faire de l'agro-industrie. La fondatrice et ma mère, Madame Cissé, a commencé en 2001 parce qu'elle avait un produit
dans une de ces officines qui permettait aux femmes qui n'avaient pas l'accès aux produits un peu de luxe, on va dire, pour les bébés, d'avoir un produit sur les étals qui était disponible pour elles. Et une rupture de ce produit a fait qu'elle s'est lancée dans sa fabrication. Donc par voie d'effet, on va dire les heures qu'elle ratait à la maison, je les vivais déjà à l'époque. Et donc pour moi, c'était tout à fait naturel, normal que la deuxième génération reprenne après sa retraite. Voilà comment je viens, si vous voulez, un peu dans ce secteur d'activité, même si j'avais toujours voulu faire autre chose, et qui également me porte aujourd'hui parce que l'impact de ce que je fais est très très important et je le vois tout de suite. L'année dernière, nous avons traité 275 000 enfants malnutris sévères, à peu près 650 000 enfants qui étaient modérés. Et pour nous, pour moi en particulier, toute l'équipe qui travaille chez STA et pour le pays également, c'est très réconfortant de savoir qu'on a eu un impact. De l'autre côté, dans la chaîne de production agricole, nous travaillons avec près de 7000 producteurs, 200 femmes qui sont dans le tri de des récoltes. Et aussi, bien entendu, on va dire des impôts et des taxes que nous payons au pays qui font qu'on crée un écosystème, non seulement en créant des emplois, en créant des activités génératrices de revenus, mais également en faisant profiter le pays qui, en fin de compte, nous permet de faire cette activité. Durant ce forum organisé par la francophonie, des personnes parlaient effectivement de fort potentiel en termes d'agriculture, mais également des limites de financement, du manque de formation. Vous, qu'est-ce que finalement vous retenez de ce forum ? Je retiens plusieurs choses. La première qui est positive, c'est qu'il y a une dynamique qui se passe dans cet environnement. Il y a des choses à faire et je dois vous avouer que j'ai pris plein de rendez-vous de gens que je vais voir dans les prochaines semaines parce que je sens qu'on a une lancée et qu'on a une ambition commune de faire bouger les choses. Je retiens également que ce n'est pas très facile et pas très évident. Vous avez parlé du financement, d'accès au financement. C'est une des problématiques que nous avons connues également au Niger chez STA. Mais je dois vous dire aussi que ce ne sont pas les seules difficultés que nous avons. Nous faisons face à des problématiques aujourd'hui. Alors, financement, quand on était tout petit en 2001, lorsqu'on commençait, effectivement, on faisait toutes les banques avec un petit dossier de financement de 5 millions. Aujourd'hui, nous demandons de plus gros montants. C'est un peu plus facile pour nous par rapport à des startups. Et par voie de conséquence, nous avons d'autres problématiques. Aujourd'hui, chez STA, une des plus grosses problématiques, c'est la prise en compte de la gouvernance, par exemple, qui est un projet à part entière aujourd'hui sur lequel les différentes parties prenantes chez nous s'attellent à former également, c'est très important, et à mettre en place. Est-ce qu'en mot de la fin, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'agriculture est devenue un secteur d'activité qui intéresse un peu plus les jeunes car il est moins ringard et beaucoup plus glamour? Absolument. Et je vais peut-être vous surprendre, parmi les projets que nous allons accompagner ces prochaines années, nous avons pu avoir des jeunes de la diaspora qui font le chemin inverse. Ils reviennent en Afrique pour s'impliquer non pas forcément dans les services, non pas forcément dans l'économie formelle qu'on la connaît aujourd'hui, mais qui vont s'impliquer directement dans l'agriculture. Et ça, c'est assez innovant en soi. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais je suis content qu'on ait déjà commencé à voir ces changements-là s'opérer en Afrique de l'Ouest. Très bien. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Karine. AgroInvest SAS est une société par action simplifiée qui évolue dans la chaîne des valeurs agricoles, c'est-à-dire de la production jusqu'à la commercialisation des produits agricoles. Donc la plateforme que vous voyez derrière vous ici, c'est une plateforme qui est là pour mettre en valeur les petits producteurs. Puisqu'on s'est rendu compte en Guinée que les producteurs ont un problème d'information dans le secteur agricole. Au fait, souvent, les gens produisent, mais ils n'ont pas là où vendre. Ils ne savent pas à quel prix vendre le produit, puisqu'ils ne sont pas informés. Les informations qu'ils reçoivent le plus souvent, ce sont des informations données par des commerçants. Donc, raison pour laquelle on a mis en place une plateforme accessible à tous, qui est la plateforme M-Makiti sur le réseau Orange. Là, elle est accessible avec le code étoile 113 dièse. Vous avez l'accès à toutes les informations concernant le secteur agricole. Vous avez la possibilité de vendre vos produits à travers le téléphone. C'est-à-dire que le producteur qui est au bout de la Guinée, il peut faire son annonce à travers son simple téléphone, qui n'est même pas un smartphone.
et cette annonce va être relayée sur la plateforme. Les personnes aussi qui vont souscrire à nos différentes alertes, achat-vente, vont recevoir ces informations comme quoi une personne qui est à Gérékoré a un produit à vendre. Vous comprenez? Donc le but de la plateforme est de mettre en valeur les petits producteurs. Aujourd'hui, AgroInvest, à travers le service qu'ils viennent de mettre à la disposition des acteurs du monde rural, le service dénommé M-Makiti, mais ce service aussi est accompagné par une plateforme dénommée Espace Agrobusiness, disposant d'un site web et d'une application mobile. Espace Agrobusiness mettra en relation les acteurs du monde rural pour une meilleure décision de vente, d'achat et d'investissement. Donc ici, l'objectif, comme il l'a bien dit, c'est de permettre aux plus petits producteurs d'accéder à certaines informations, notamment les prix, les conseils, pouvoir vendre, pouvoir acheter, pouvoir être en relation avec un acheteur ou un vendeur sans la connexion Internet avec n'importe quel téléphone. Un autre entrepreneur a fait l'unanimité durant ces 2 jours de rencontre pour des partages d'expérience. Lui, c'est Bachir Bendeken, il est le PDG du groupe Benalia. Il vient du Niger et il a osé raconter son parcours. Mais avant de revenir sur son parcours, bonjour Monsieur Bachir Bendeken. Bonjour. Est-ce que vous pouvez dire ce qui vous a le plus marqué dans ce forum où vous avez rencontré d'autres entrepreneurs? Ce qui m'a le plus marqué vraiment, c'est la motivation des jeunes et la qualité des intervenants et l'implication de tous les autres entrepreneurs à produire localement, à se développer et à créer des richesses en interne. C'est vraiment ça qui m'a beaucoup plus marqué, surtout la détermination des jeunes qui sont prêts. Des jeunes, j'ai vu surtout un jeune qui a commencé, il m'a dit qu'il fait 10 bouteilles de bissap, ça m'a impressionné. Et la détermination, c'est un jeune diplômé, il fait ça, il m'a montré ses photos, il fait ça chez lui. Donc c'est vraiment impressionnant et en résumé, ça me donne encore plus de zèle parce que je sais que c'est possible et que les jeunes y croient parce que c'est ça qui est important. Alors vous avez raconté durant ce forum que vous aviez débuté de zéro et aujourd'hui vous êtes président d'un groupe avec plusieurs activités. Comment cela se fait? C'est possible donc? C'est vraiment possible, il suffit d'y croire. Donc moi j'ai débuté, comme je vous ai dit, j'étais ingénieur à la SECNA. J'ai démissionné, j'ai eu environ $3000 de droits. Mais avant, je faisais aussi le cybercafé, je faisais la formation. En fait, depuis jeune, je faisais pas mal d'activités. Et après ma démission de la SECNA en 2008, j'ai commencé avec $3000. J'ai créé mon école et l'argent m'a permis de payer le loyer et compléter quelques PC et je n'ai plus rien à part ça. Donc j'habitais même dans l'école, dans mon bureau, je dormais dans mon bureau. Et quand j'ai démarré, j'ai commencé, j'ai donné tous les cours quasiment. Je suis le seul à donner tous les cours parce que je ne pouvais pas embaucher des gens. En fait, l'idée, c'est vraiment, moi j'ai étudié au Maroc, après je suis revenu, je n'ai pas voulu continuer ailleurs. Et j'ai vu qu'en Afrique, on a des compétences et que si on valorise ça, on va enrichir nos pays. Et qu'il y a vraiment beaucoup à faire, mais il faut se donner. Ben, il y a beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup d'obstacles. Donc moi, je vous dis, j'ai quitté la SECNA avec prise en charge et tout, avec un avenir. J'ai quitté et puis je démarre sur mon propre compte. Des fois, j'ai du mal à manger. Donc c'était ça. Donc l'idée vraiment, c'est de créer la compétence. Pourquoi j'ai créé l'école polytechnique? J'ai commencé par l'école parce que ce qui manque, c'est les compétences en Afrique. Donc j'ai commencé par les compétences. J'ai commencé par les 6 élèves. Et mes 6 élèves, après, c'est eux qui ont pris la relève et ils étaient tous les formateurs de l'école après. Donc j'ai fait jusqu'en 2011 l'école pour vraiment créer les compétences et avoir des relations. Et après j'ai créé le groupe Benalia en 2011. Le groupe Benalia, c'est mon nom de famille Bendeken et ma première fille que j'aime beaucoup, Alia. Donc c'est ça, j'ai créé le groupe en 2011 et après ça, bien sûr, le groupe a évolué et j'ai évolué quasiment sans prêt bancaire, c'est ce qui est important. Parce que quand j'ai démarré, l'école c'est très important, j'ai démarré et j'approchais les banques et autres. J'ai demandé qu'est-ce que vous avez comme problème. Bon, ça a commencé par le système de sécurité, parce que l'informatique en 2008, c'était pas développé au Niger. On a des problèmes de sécurité, système, des problèmes. Bon, moi, de par ma formation, je suis ingénieur en génie électrique. Donc, je développe des cours et j'envoie un courrier à la banque. J'organise un séminaire sur la sécurité. Ah,
tiens, ça répond à nos besoins. Et j'ai commencé comme ça vraiment quasiment... À avoir des financements petit à petit. Même pas de financement, quasiment pas. Hein. Je n'ai même pas eu de financement parce que les banques ne voulaient pas t'aider. En fait, j'ai organisé des séminaires, ok, donc vous payez à la fin. Donc j'ai organisé pas mal de formations et c'est grâce aux revenus de ces formations que j'ai pu me développer, augmenter la capacité de l'école, les machines, etc. Et j'ai eu la chance aussi de rencontrer un Nigérien qui est très important, Jean-Luc Marcelin. Et c'est lui qui m'a mis en contact avec le Cégep de Sherbrooke au Canada. Il dit voilà, il y a un jeune qui est là. Et le Cégep de Sherbrooke, du coup, ils m'ont aidé, ils m'ont envoyé des vieux PC. Donc j'ai payé la douane. J'ai commencé comme ça. Ils ont dit bon, écoute, on va t'aider. Et on a commencé à organiser des séminaires de haut niveau, notamment dans les serveurs, dans tout ce qui est développement. Et maintenant, les Canadiens, ils m'envoient un formateur. Ils me donnent 60 jours pour payer. Et ils prennent tout en charge et moi je vois les entreprises, je leur donne un mois et demi pour payer, donc ils payent et c'est comme ça vraiment que je me suis développé. Aujourd'hui, M. Bendeken, vous embauchez combien de personnes? Aujourd'hui, je ne sais pas, mais la semaine passée j'avais 45, mais on m'a dit le RH hier, il a recruté environ une dizaine de jeunes. Donc on peut dire qu'on tourne aujourd'hui autour de la cinquantaine. Donc c'est des jeunes que je recrute sur une base très importante parce que je rappelle que j'ai démarré avec seulement 3 salariés. Moi, mon secrétaire, c'est un ami. Actuellement, c'est lui le responsable du département recherche et développement. Donc on a commencé quasiment avec rien, je l'ai payé à 40 000 francs, il était très content, et un autre ami. Donc ce que j'ai fait pour embaucher, d'abord je prends les jeunes pour un stage. Je te prends un stage non rémunéré, tu fais 2-3 mois, on voit jusqu'où tu peux aller. Maintenant, après ça, on te fait une rémunération. Si on voit que tu es impliqué, et puis bon, on t'embauche. Parce que là, vraiment, on embauche et on a les salaires quasiment les plus élevés dans les gens qui sont dans le domaine. Pourquoi? Pour vraiment motiver les jeunes. Et moi, mon objectif vraiment, c'est de partager. Ce qui est important pour moi, c'est mon entreprise, c'est mes salariés. Aujourd'hui, il y a des gens avec qui j'ai commencé qui sont aujourd'hui avec moi. Et ça me fait vraiment plaisir de voir ça et que moi je suis vraiment une entreprise sociétale. Là déjà l'année prochaine, Inch'Allah, je vais ouvrir les actions à mes salariés les plus méritants. Ils seront actionnaires de leur propre groupe et que vraiment c'est ça qui est très 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 important aujourd'hui. On peut dire je suis vraiment fier d'eux. D'accord. Si vous aviez un conseil à donner aux jeunes entrepreneurs qui veulent suivre votre exemple, qu'est-ce que vous leur diriez tout de suite? Ce que je veux dire aux jeunes, c'est vraiment de commencer petit, tout petit, on se met là et on voit grand, on commence tout petit et modeste et surtout le travail. Et de ne pas vraiment, parce que le problème, d'enlever la grosse tête. Aujourd'hui, quand jeune, moi je ne peux pas faire ça, non, les gens vont se moquer de moi, non, ça c'est pas important. Donc aujourd'hui, les jeunes n'ont qu'à penser au boulot, pas à l'argent. Parce que derrière mon corps, sincèrement, il y a des jeunes très importants, mais dès que tu commences à les embaucher, ils parlent argent, combien je gagne. Et dès que tu parles de l'argent à quelqu'un, c'est fini, il n'y a pas la motivation. Quand tu travailles, l'argent va venir, tu ne te rends même pas compte, tu vas voir ton compte bancaire s'est rempli. Donc l'objectif c'est le travail. Et quel que soit le travail, de vivre selon ses moyens, de s'impliquer, de croire et de ne pas dormir. Bon, il faut dormir, se reposer, mais vraiment c'est le travail qui est important. En Afrique, il y a beaucoup à faire et surtout de ne pas voir celui qui est devant toi, de voir celui que tu dépasses et de t'impliquer que le travail, quoi. Et là, tu vas réussir, ça c'est sûr et certain. Très bien, merci beaucoup. Après avoir exploré les différentes opportunités, les défis qui existent justement concernant le secteur de l'agriculture, retour sur ce plateau pour un entretien cette fois-ci avec Cheikh Diarra qui lui a créé un incubateur qui s'appelle Teteliso. Il nous en parle, les questions qui se posent aujourd'hui. Est-ce que dans cet écosystème concernant l'agriculture, il y a forcément besoin de passer par un incubateur? Quels sont aujourd'hui les processus pour avoir des financements? Une question très importante. Je dirais que passer par un incubateur n'est pas forcément la panacée à tout le monde. Tout dépend de l'expertise que vous avez, de l'expérience aussi également que vous avez. Parce qu'en Afrique, on a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent, qui ne sont pas passées par les incubateurs. Cependant, nous nous adressons à des jeunes qui n'ont pas forcément d'expérience technique, n'ont pas forcément l'expérience du marché, comment parler à une institution financière, comment développer un plan d'affaires, ça dépend d'un certain nombre d'expertises. D'où la nécessité pour certains d'entre eux d'avoir cet accompagnement-là. Donc un incubateur est important
Vous pouvez le voir aussi aujourd'hui, on est en Guinée. On est accosté par de nombreux jeunes gens qui veulent savoir, je viens de tromper dans quel secteur d'activité, c'est quoi la profitabilité, qu'est-ce que je dois planter, quel type de sol. Vous voyez, c'est un ensemble de questions qu'une seule personne ne peut pas répondre. Même nous, incubateurs, nous travaillons également en collaboration avec des centres de recherche, avec des partenaires, des centres de services pour pouvoir donner en un endroit toute solution pour qu'un entrepreneur puisse démarrer une entreprise effectivement. Au Mali, je dirais aujourd'hui, on a la chance d'être gâté par la nature. On a 2 grands fleuves, le Sénégal et le Niger. On a énormément de terres arables et on devait être capable normalement de nourrir toute l'Afrique de l'Ouest, c'est ce qu'on dit tout le temps. Mais on a beaucoup de contraintes, comme tous les pays en voie de développement, en termes d'infrastructures, en termes d'unités de production, même d'outils de production, l'énergie par exemple. Au Mali aujourd'hui, on a des chaînes de valeur qui sont très porteurs, le beurre de karité, on a le riz, on a le fonio, on a également aussi l'anacarde, on a les mangues. Et aussi, on a le plus grand cheptel de l'Afrique de l'Ouest. Donc quand on parle de cheptel de l'Afrique de l'Ouest, on parle en amont de fourrage, donc la possibilité de créer des startups dans le fourrage, également de la transformation. Vous savez qu'aujourd'hui, nous, le Mali, on fournit de la viande à la Côte d'Ivoire. Mais les bœufs sont obligés de faire toute la transhumance avec les histoires de risques, également aussi de querelles entre les agriculteurs et les éleveurs. Nous pensons qu'aujourd'hui, avoir des unités de transformation pour avoir un abattoir moderne, où on peut effectivement apporter de la valeur ajoutée à ces bœufs-là, donc transporter pas des bœufs vivants, mais des cubes et des steaks en Côte d'Ivoire serait vraiment beaucoup plus profitable pour les 2 économies. Je pense que depuis Cotonou, on était déjà ensemble. La francophonie a permis à des acteurs qui accompagnent depuis un certain nombre de temps de pouvoir effectivement apporter une assistance. Cette organisation, grâce à elle aujourd'hui, a permis de nous mettre en réseau. Aujourd'hui, nous, on est là pour apporter notre expérience à la communauté de la Guinée et aussi a permis de faire des rencontres et surtout de parler de marché. Aujourd'hui, à travers cette initiative, on a des entrepreneurs guinéens qui ont des projets très structurants qui voudraient s'installer au Mali. On a des entrepreneurs aussi maliens ici qui ont vu aussi des possibilités de développer, par exemple, des marchés sénégalais, ivoiriens. Et donc cette rencontre-là nous permet d'avoir une plateforme où on peut avoir une quinzaine de pays qui peuvent se parler ensemble, qui peuvent discuter ensemble et qui peuvent partager leur expérience ensemble. Vous savez, quand on parle d'agriculture, c'est énorme, c'est agriculture avec grand A. On a les spéculations, je veux faire de la tomate, quel type de tomate, quel type de sol, la pluviométrie, les clients veulent quel type de tomate, laquelle est bien être transformée. Pareil pour le sorgho, pareil pour le mil, pareil pour l'arachide. Donc c'est vraiment complexe. Parfois, les modèles classiques de produire comme tout le monde n'est pas forcément les opportunités. Les opportunités dans la transformation. Donc l'un des éléments, c'est comment, à qui je m'adresse. Ayant eu une idée, je veux faire par exemple de l'huile d'arachide, le procédé de transformation, je m'adresse à qui pour le faire? Je ne suis pas forcément sorti de Polytechnique ou bien de Centrale, mais il va falloir trouver ce paquet technologique-là. Donc c'est l'une des difficultés. L'autre, je dirais, c'est le marché. Parfois, on a l'impression qu'on a une idée qui marche, mais on n'a pas forcément les données quantitatives pour voir est-ce que cette idée, qui est prêt à la payer, pour combien est-elle profitable? Et ça, c'est vraiment déterminant, surtout quand on parle de financement, qui est l'autre étape. Parce que le banquier, qu'est-ce qu'il va vous demander? Il va vous demander quel chiffre d'affaires tu vas avoir. Est-ce que tu seras profitable pour toi-même payer tes charges et payer tes engagements en vie de la banque? Donc je pense que c'est ça vraiment l'un des problèmes, le marché. Je m'appelle Guibou Barry, je suis l'inventeur et le PDG de Fapel Guinée. Fapel Guinée, c'est une entreprise de fabrication de pompes à eau à usage domestique et d'irrigation basée en Moyenne-Guinée, plus précisément à l'Abbé. Donc l'idée de cette invention m'est venue. Je suis d'une famille modeste, je partais au village. Je voyais vraiment les difficultés d'accès à l'eau, l'irrigation et l'eau potable. Donc je me suis dit, mais pourquoi ne pas créer des pompes pour vraiment subvenir aux besoins surtout des femmes et des enfants qui parcourent des kilomètres. Alors j'ai tâtonné avec des matériaux de récupération à partir de matériaux usés de véhicules, des amortisseurs de véhicules par exemple, des tiges. J'ai conçu la première pompe en 2003 et donc en 2003 je l'ai brevetée à partir de l'OAPI, l'Organisation africaine des propriétés intellectuelles. Donc elle a été développée et avec ces différentes variantes que vous voyez, nous avons des pompes sur brouette qui ne sont pas là, qu'on peut déplacer dans les jardins, à table, sur des puits maraîchers
et des forages à grande profondeur. Donc aujourd'hui, la technologie est avancée. Je travaille avec des partenaires français. Nous avons développé surtout cette pompe Sonna. Sonna, c'est le nom de la maman, je l'ai dédié au nom c'est-à-dire à la maman, le nom de la maman, qui peut être installée sur des puits allant jusqu'à des forages de 70 mètres de profondeur. Elle fait un débit de 2000 litres en moyenne, une première au monde. Parce que toutes les autres pompes, c'est 700 à 1000 litres. Alors celle-là, elle fait 2000 litres heure. Elle peut refouler à 15 mètres de hauteur, 80 mètres sur terrain plat. Et tout est mécanique, qui ne demande pas ni de carburant ni de lubrifiant pour l'entretien. Et tout homme de métier peut vraiment l'entretenir. Donc l'accès à l'eau potable, il faut vraiment une fabrication locale avec des matériaux locaux pour la création de l'emploi et surtout la formation des jeunes aussi. La Guinée, c'est un pays qui a beaucoup d'opportunités. Donc ça fait plaisir parce qu'on peut facilement faire un réseau, partager des opportunités avec ces entrepreneurs, mais aussi apprendre avec eux. Et je pense que c'est l'objectif effectivement de ce forum, c'est de partager, créer de l'émulation, c'est tout un chacun pour qu'on puisse valoriser nos produits locaux et les transformer et aussi servir le peuple africain, du moins la sous-région. Nous sommes une coopérative qu'on appelle Partenariat de jeunes pour le développement durable et nous portons un projet qu'on appelle Espoir Jeunes. Des opportunités en Guinée, il y en a beaucoup. La Guinée, c'est un pays qui commence à sortir et vous avez vu comment les hôtels poussent à Conakry, comment il y a des restaurants, la croissance est là et tout ça là, pour un agriculteur, surtout qui n'est pas loin de Conakry, c'est une opportunité. Donc il est facile pour vous de produire et de vendre. C'est une très grande opportunité aujourd'hui dans le secteur de l'agriculture de produire parce que le potentiel agricole guinéen il est énorme. Donc c'est de voir comment produire davantage pour que ces hôtels ne demandent pas toujours de l'étranger. Parce que c'est ça le problème. Parce que avant tout venait de l'étranger. Mais on peut produire ici, et on produit aujourd'hui des fraises en Guinée, on produit de choux-fleurs, on produit de poivrons, donc c'est très important de le faire ici. L'autre problème, c'est la transformation. Aujourd'hui, moi je suis producteur de gingembre, je le produis brut comme ça, je ne le transforme pas. Nous sommes producteurs de noix d'acajou, nous ne le transformons pas. Et pourtant, si on avait toute cette chaîne de valeur, ça allait être une très bonne chose. Donc ce sont là des défis et c'est aussi des opportunités pour tous ceux qui veulent entreprendre dans le secteur agricole. Je pense que ce sont des choses à saisir et voilà, que ça va créer de la valeur, ça va créer de l'emploi parce que l'État guinéen ne peut pas employer tout le monde. Ce sont ces ces petites entreprises dans le secteur agricole et dans le monde rural qui va non seulement créer de l'emploi, mais aussi freiner aujourd'hui ce fléau qui est l'immigration clandestine. Ou bien du moins l'immigration irrégulière parce qu'elle n'est plus clandestine en fait. Aujourd'hui, ce qui nous a le plus marqué, c'est ce pont qu'on est en train de mettre entre la technologie et l'agriculture. C'est très important. Il y a aujourd'hui de start-up qui évoluent et qui nous proposent beaucoup de choses en gestion d'eau, au niveau du marché, au niveau de l'information. Parce que ce qui est plus important, c'est les informations, c'est de partager ces informations et de capitaliser sur beaucoup de choses. Ça, c'est très important. Donc aussi, en termes de choses, vous avez vu des aménagements que des gens ont fait. J'ai vu le monsieur du Niger, j'ai oublié son nom, Bachir, il fait des choses énormes. C'est déjà très important. Mais aussi aujourd'hui, c'est des femmes qui sont venues ici du Sénégal, du Mali, avec de la transformation, par exemple le gingembre, le piment, ainsi de suite. Et bon, beaucoup de choses qu'ils font, c'est de l'innovation. Et c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui en Guinée. Je pense qu'on va s'inspirer pour le faire. Déjà, des gens ont commencé. Parce que nous, les premières années ont été effectivement des années d'expérience, mais à partir des mois à venir, nous entrons dans la transformation. Des études de faisabilité ont été déjà faites pour transformer le gingembre, la pomme d'acajou, parce que c'est quelque chose qui peut rester chaque année, les mangues ici sur place. Et M. Jean, qui a la marque de champagne, Jean Diallo, est prêt à nous accompagner. Donc ce sont des très bonnes nouvelles. Nous nous sommes vus ici, certainement sans ce forum,
on ne se serait jamais vu. On n'allait pas saisir cette opportunité. C'est pourquoi il est important de partager, de faire de forums pareils pour effectivement faire du networking, mélanger, partager et créer de l'émulation, partager des expériences, des échecs, on en a besoin. Et je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire ici avec notre ferme qu'on appelle Espoir Jeune, parce que nous sommes à la fois producteurs, vendeurs des produits de la production animale et végétale, mais en même temps, nous sommes un incubateur, c'est-à-dire aujourd'hui des jeunes qui veulent entreprendre dans le secteur agricole, nous avons un collège d'ingénieurs qui les assiste. Et à côté, nous sommes sur plus de 65 hectares et nous donnons l'accès à la terre à ces jeunes qui veulent le faire. Parce qu'il y a des barrières, il y a des barrières foncières, il y a des barrières techniques, il y a des barrières financières. Et nous sommes là pour effectivement aider ces jeunes à le faire. Et c'est pourquoi je tenais à ce qu'effectivement il y ait une partie, qu'on fasse une visite à la ferme pour voir tout ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, il y a plus de 70 jeunes qui viennent travailler et apprendre chez nous. C'est très important. Donc c'est comme ça qu'on peut créer un réseau dynamique et booster effectivement la production locale et créer de la valeur ajoutée au niveau rural, au niveau périurbain, ainsi de suite. Parce que généralement, les jeunes en milieu rural, c'est en saison hivernale seulement, c'est avec l'eau, c'est en saison hivernale qu'ils produisaient. Mais nous faisons toute la saison. Donc c'est le caractère innovant et nous maîtrisons aujourd'hui le calendrier agricole. Nous sommes en contact avec la plupart des hôtels à Conakry qui arrivent à acheter pour nous. Maintenant, c'est de voir comment transformer davantage pour qu'on arrête d'aller en Chine, dans les pays asiatiques, nous importer des jus de mangue, des jus d'orange, des jus ainsi de suite, qu'on le fasse en Guinée, produit localement, consommer localement pour faire vivre les producteurs. C'est ce qui est important et partager de l'expérience. Très bien. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et comme je le disais, il y a effectivement un pont entre aujourd'hui l'agriculture et la littérature, parce que nous sommes dans les 72 heures de livre. La terre, c'est comme les idées ou bien les mots que les écrivains sont en train de mettre, de s'aimer dans les livres. Et si la manière dont ils s'aiment, c'est comme vous mettez quelque chose, des grains sur la terre, ça va germer et ça va nourrir non seulement l'esprit, mais aussi le corps. Donc il y a un pont et c'est ce qui est très important. Je vous remercie. Je suis Dr Saranketa. Je suis la coordinatrice de AWEP Guinée Africa Women Entrepreneurship Programme. En même temps la directrice générale de la société Amidior Agro-Business. Amidior Agro-Business, que je préside, évolue dans les activités génératrices de revenus, dans l'agriculture, dans la transformation et la commercialisation. Et nous avons créé une politique au niveau de Amidior, un caractère économique, social et solidaire pour valoriser les produits guinéens et surtout depuis la base, en organisant les femmes, les producteurs à la base pour valoriser la chaîne de valeur, que tout le monde gagne dans la chaîne, à commencer par les producteurs jusqu'à nous les transformatrices et exportatrices. Donc nous sommes fournis par ces agriculteurs. Et il faut reconnaître que ces agriculteurs nous fournissent les matières premières, nous transformons, nous valorisons et puis nous essayons de donner aux consommateurs. Donc pratiquement nous sommes dans l'agroalimentaire et en même temps nous organisons les femmes à l'esprit d'équipe, l'esprit de partage, surtout en se basant sur l'économie sociale et solidaire. Les femmes sont organisées en groupement, en association et il y a des particulières aussi. C'est pour cela que nous avons une politique de les mettre ensemble pour qu'elles puissent bénéficier des accompagnements des institutions et même nous, les entreprises qui
qui prennent les produits avec elles. Quand elles sont organisées à la base, j'ai donné l'exemple tout de suite, nous avons dans notre réseau 717 particuliers producteurs et 14 groupements. Et les groupements, le minimum, ça peut faire une trentaine de personnes. Et parmi ces personnes-là, le nombre d'agriculteurs et de groupements-là, il y a les 80% sont les femmes. Et c'est seulement les 20% qui sont des hommes. Donc, et c'est comme je vous ai dit, moi, ma mission, c'est essayer de sensibiliser les femmes pour qu'elles sachent que qu'elles soient productrices, ce n'est pas parce qu'elles n'ont rien ou bien elles ne font rien. Mais pour les mettre en confiance, leur montrer qu'elles ont leur place dans le développement du pays, le développement de l'économie du pays. Parce que sans ces femmes à la base, nous ne pouvons pas transformer comme nous voulons. Et sans une transformation avec les valeurs ajoutées, l'économie ne peut pas être boostée. Donc, du coup, c'est grâce à ces femmes qui sont à la base que la Guinée peut avoir un développement durable. Moi, je peux dire que ce forum de 2 jours là, c'est comme si j'ai appris je suis en train d'apprendre depuis 3 mois. Parce que ça m'a permis de créer des relations entre les femmes, les belles femmes qui évoluent dans l'agrobusiness et qui sont avancées par rapport à nous, de prendre des conseils, de les imiter à être à une échelle aussi élevée que ces femmes-là. À partir de ce forum-là, ça m'a permis de faire connaître mon produit et de demander conseil comment je peux améliorer les packaging de mes produits et comment je peux améliorer les qualités de mes produits avec ces femmes-là. Et donc, ces 2 jours-là, Monsieur Seck, avec ce que je fais, m'a permis de déboucher un partenariat avec les femmes maliennes à partir de ces produits locaux. Donc le forum-là a été vraiment fructueux pour moi en termes de capacité intellectuelle, en termes d'augmentation de chiffre d'affaires. Parce qu'avec ces femmes-là, du Sénégal, du Niger, du Bamako, là je peux faire des affaires avec ces femmes-là. Très bien. Merci beaucoup, oui. Madame Keïta. Merci bien, Madame Karine. Okay. 2 jours durant lesquels il a été question d'abord de parler d'opportunités, de fort potentiel, notamment ici en Guinée, mais également au Mali ou encore au Bénin. Ensuite, des jeunes entrepreneurs ont pris la parole pour décrire leur parcours. On a vu des exemples de réussite. Ils n'ont pas hésité à prendre justement le taureau par les cornes pour créer des initiatives comme celle de ce Nigérien qui, lui, a décidé de guérir la malnutrition. Ensuite, nous avons parlé d'innovation. On ne peut pas dissocier aujourd'hui l'agro-industrie de l'innovation, mais également des applications mobiles et des développements de nouvelles technologies.